Madame, Messieurs, nous sommes encore très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette livraison environnementale et de développement durable vers Info sur votre télévision Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Nous allons parler aujourd'hui du couloir vert Kivu-Kinshasa, cette aire protégée, réserve à vocation communautaire, dont le décret a été pris par la première ministre Judith Suminwa Tuduka, le décret numéro 025-01 du 15 janvier 2025. Et pour en parler, nous sommes avec M. Henri-Paul Eloma. Il est chef de travaux à l'Université nationale à l'UPEN. Monsieur Henri-Paul, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Mayoni. Je veux bien, un plaisir de nous retrouver. Tout à fait. Alors, nous allons parler, comme nous l'avions dit tantôt, de cette aire protégée qui a bien sûr aujourd'hui un soubassement. C'est le décret pris par la première ministre Judith Suminwa. D'abord, quand vous avez appris la création, avant même le décret, de cette aire protégée à vocation réserve communautaire, quel sentiment avez-vous eu en apprenant cela? Sentiment de satisfaction, puisque ce type d'aire protégée, c'est un autre type de gestion du territoire. Voilà. C'est nouveau, c'est en rapport avec les finances climatiques. Nous sommes un pays qui a beaucoup de potentialités dans ce sens, les forêts, l'un des poumons. Et donc, en principe, notre pays devrait se développer à travers ce type de mécanisme, puisque nous demandons toujours que les pollueurs payent, et s'ils sont sincères et qu'ils payent, à travers cette stratégie, ça sera un grand pas pour le développement durable de notre pays. Alors, un grand pas pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que, en prenant cette initiative, la République démocratique du Congo est en train de répondre à ses engagements internationaux parce que le pays s'est engagé à conserver 17% de son territoire national comme aire protégée? C'est au-delà des engagements du pays. Cette initiative va au-delà des engagements du pays. Pourquoi? Puisque cette initiative ne concerne pas que la conservation. Ça rentre dans le cadre du développement durable et la conservation, c'est l'aspect dit écologique du développement durable. Mais l'initiative ici va au-delà. Et donc, elle concerne aussi les sociales, puisque vous entendez qu'on parle beaucoup des communautés, on l'appelle même réserve communautaire, et vous avez entendu beaucoup de bruit quand l'initiative a été annoncée par les communautés, la société civile, qui voulait se retrouver dans ce qui est en train d'être fait, effectivement. Et donc, ça, c'est le social, c'est la deuxième composante du développement durable, en dehors de l'écologique, mais il y a aussi l'économique. Et vous verrez que l'initiative parle des entreprises, des infrastructures, et cela, c'est pour permettre le développement économique. Donc, au fait, c'est une initiative qui est louable et qui va au-delà des engagements de notre pays. Mm-hmm. Alors, c'est vrai, avant la prise du décret par la première ministre, cette initiative a soulevé un tollé général dans les chefs de la société civile environnementale surtout. Mais est-ce que cette société civile n'avait-elle pas raison de s'inquiéter au vu de l'étendue, au vu de tout ce qui devrait être fait par rapport à cette aire protégée? Cette question est très pertinente, mais je vais répondre à elle sous une autre forme. Je dirais quels sont les avantages de telle initiative et quels sont les désavantages dans la manière que l'on a procédé. Les avantages, c'est ce qu'on appelle la gestion d'un système rural que l'on trouve dans les théories de développement rural intégré.
Dans un système rural, il y a 6 sous-systèmes. Donc, il y a les écosystèmes. Et les écosystèmes, ce sont les ressources naturelles. Nous le faisons justement pour protéger les ressources naturelles. Bon, pas seulement pour les protéger, mais pour les utiliser de manière rationnelle. Voilà. Donc, les écosystèmes, nous en avons. Dans les cas qui nous concernent, c'est même un bassin versant. C'est le bassin du fleuve Congo. Voilà. Et puis, le deuxième sous-système, c'est le système de production. Dans l'aire protégée que l'on a créée, aussi grande que cela puisse paraître, si on tient compte des systèmes de production, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des terres pour faire l'agriculture? Oui. Ou l'élevage? Ou la pêche? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a la force de travail? Oui, le Congo, plus de 70% de la population est jeune. Voilà, la main-d'œuvre existe. Est-ce qu'il y a les appareils de production? Est-ce qu'il y a l'appareil de production? Bon, là, c'est à discuter, n'est-ce pas? Voilà, il faut que la main-d'œuvre soit renforcée sur le plan humain, sur le plan intellectuel. Il faut qu'il y ait voilà, des technologies appropriées par rapport à l'écologie. Ça ne doit pas être n'importe quelle technique. Voilà. Ça, c'est le deuxième sous-système. Le troisième, c'est l'aménagement du territoire. Le sous-système aménagement du territoire comprend les infrastructures, ça comprend l'énergie, les réseaux de communication, les équipements, les réseaux de transport. Et quand vous regardez l'initiative, ça vise l'énergie, le transport, puisqu'on va parler de la production, par exemple, de 1 million de tonnes de produits agricoles qui devraient partir du Kivu vers Kinshasa. Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des voies de communication. Voilà. Ça, c'est le troisième sous-système. Le quatrième, ce sont les conditions sociales. C'est là l'humain. C'est là que la société civile intervient. Alors, les conditions sociales, c'est quoi? L'éducation. Donc, dans ce qu'on va faire, dans ces couloirs aussi vastes, il faut que l'éducation soit prise en compte. Les logements, les loisirs, l'assainissement, le bien de première nécessité. C'est là qu'on attend les entreprises. Vous verrez qu'on fait allusion aux entreprises qui doivent installer des usines, des choses comme cela. L'hygiène, l'habitat, la santé. Ça, c'est les conditions de vie des populations qui doivent être entretenues dans cet espace avec l'argent que nous aurons mobilisé du fait que nous sommes deuxième poumon de la planète. Le cinquième sous-système, ce sont les catalyseurs internes. C'est la législation interne. C'est le décret, là, n'est-ce pas? Le décret, c'est un catalyseur. Mais un décret ne s'applique pas ipso facto. Il faut qu'il y ait des textes de réglementation, des mesures d'application. Il faut qu'il y ait des arbitrages entre les administrations qui vont coexister. Quoi va faire, qui va faire quoi, voilà, des choses comme cela. Ce sont les catalyseurs internes. Et puis les catalyseurs extérieurs. C'est la communauté internationale, c'est les bailleurs des fonds. Dans les internes, on peut ajouter aussi les banques, hein, les crédits, des choses comme cela. Alors pour revenir sur l'externe, le bailleur des fonds extérieurs, les fonds vert climat, les fonds pour la biodiversité, des choses comme cela, les partenaires multilatéraux, des partenaires bilatéraux qui font énormément de choses. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui marche. Ça, c'est l'avantage. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que la population ou qu'est-ce que la société civile environnementale fustige? C'est une société civile qui est très alerte. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fustige? Pour créer une aire protégée, il y a une procédure. Voilà. On a commencé par changer la loi sur la conservation. Cela a été fait, je pense, l'année dernière. On a changé la loi. Voilà. Sur la conservation de la nature. C'est ça. L'amendement de la loi sur la conservation de la nature, c'était en décembre 2024. C'était pour introduire cette catégorie d'aires protégées qui n'existait pas dans l'ancienne loi. Voilà. Donc, mais quand la même loi, on l'a amendée, mais d'autres dispositions existent.
Dans les autres dispositions, il est dit comment est-ce qu'on doit procéder à la création d'une aire protection. Voilà. Premièrement, il faut les consentements libres et éclairés des populations. Il faut parler avec les populations, il faut les intégrer, il faut qu'ils acceptent ce que vous êtes en train de leur proposer. Ils peuvent avoir à dire aussi. Il faut qu'ils voient quels sont leurs avantages dans cela. Et il faut que des documents soient écrits, des accords établis pour que la population puisse se retrouver. C'est important. Mais quand les cas ici, il me semble que voilà, ça a été un peu plus vite. Voilà. Bon, mais le décret dit que on doit repenser, revenir sur C pour les études d'impact, puisque je pense qu'il y avait une urgence. L'urgence, c'était que le chef de l'État porte la nouvelle à Davos, je pense. Alors, M. Henri Paul, l'aire protégée a été créée, les décrets ont été pris, mais de quel écosystème fait-on allusion dans la création de cette aire protégée? Cette question est très, très importante. La tendance est conserver la forêt. Et pourquoi nous vivons les temps de changement climatique et nous estimons que notre pays, voilà, notre forêt joue un rôle pour l'absorption des gaz à effet de serre. Alors, la tracée, quand vous regardez géographiquement, prend la rive droite du fleuve Congo. Je pense que ça aurait dû prendre la rive gauche aussi. Pourquoi? Puisque c'est dans la cuvette centrale, la rive gauche, où la forêt est dense et humide, s'impervirente. Elle est même primaire à beaucoup d'endroits, en dehors des agglomérations. Et donc, il ne faut pas faire la politique de... Bon, on ne protège pas ce qu'on a en grande quantité. Ça peut se détériorer assez rapidement. Voilà. Donc, les couloirs, j'aurais aimé, si moi j'avais quelque chose à dire, j'aurais aimé qu'il longe le fleuve quand il quitte les Kivu et quand il arrive du côté de Kisangani, qu'il longe le fleuve de part et d'autre. Voilà, à l'instar d'autres couloirs qui existent dans le monde. En Afrique de l'Ouest, dans le Sahara, il y a un couloir qu'on appelle la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel. La largeur, c'est 15 km, alors que la longueur, c'est dans 17 000 km à peu près. Ça part de Dakar à Djibouti. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire pour notre couloir à nous? C'est de ne pas trop s'éloigner du fleuve, du majestueux fleuve Congo, si c'était moi. Voilà. Ne pas trop s'éloigner du majestueux fleuve Congo. Conserver effectivement les forêts primaires, les laisser en conservation, comme on dit, en sous-cloche, et puis exploiter les savanes qui existent, les forêts, restaurer les forêts, exploiter les forêts de manière durable. Voilà. Alors, plus de 544 000 km², est-ce beaucoup, est-ce peu pour que la République démocratique du Congo puisse réellement brandir cet aspect comme une initiative qui rentre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? Plutôt un avantage. Pourquoi? Puisque, bon, déjà, c'est à l'image du pays, sous-continent, c'est ça? Voilà. Donc, si vous dites, vous avez dit 544 200 km. Voilà. Alors que notre pays, c'est 2 345 000, on est dans les proportions de un quart à peu près, ou un peu plus. Voilà. Et donc, ça fait plusieurs pays. Donc, en termes de superficie, c'est déjà quelque chose de... Alors, quel est l'avantage? C'est que le pouvoir d'absorption reste grand, puisque c'est une forêt, et surtout si on avait pris les deux rives du fleuve Congo, donc la partie qui va centrale est en bonne partie.
Et aussi, j'ai évoqué l'aménagement qui doit aller avec. Je dis que ce n'est pas nécessairement une aire de conservation, c'est aussi une aire d'aménagement. C'est l'aménagement du système rural, c'est là-dedans qu'on va développer les infrastructures, les industries, la santé, l'éducation. Et donc, si ça couvre une grande partie du pays comme cela, et si l'objectif peut être atteint, ce sera un développement pour le couloir et ses environs. Monsieur Henri-Paul, parlons à présent du décret. Le décret, la première ministre l'a pris, le décret numéro 25/01 du 15 janvier 2025 portant création d'une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommée Couloir vers Kinshasa, Kivu-Kinshasa. Vous avez parcouru le décret. Qu'est-ce qui vous a frappé en premier lieu en parcourant ce décret? Bon, le décret, c'est un texte juridique. Je vais donner un exemple. Si dans votre passeport, on a écrit que vous êtes né à Bafouassende, alors que vous êtes né plutôt à Kisangani, il y a un problème. Hein? Les passeports, voilà, les passeports qu'on va vous établir avec cette information pas tout à fait vraie peut diminuer la qualité du texte juridique. Alors, ces documents juridiques comprennent quelques entorses. J'aime bien les termes que vous avez utilisés, les entorses. Moi, je suis ressortissant de la province de la Chuapa. Et donc, quand j'ai un document comme ça entre les mains, mon premier regard va vers ma province. Quand je parcours, je ne vois pas ma province. Mais je vois deux territoires de ma province. Ma province, c'est Chuapa, et les territoires de Befale et de Djolou sont inscrits dans ces décrets comme situés dans la province de la Chopo. Ça pose problème. C'est pas vrai. Donc là, il faudrait, s'il y a des mécanismes pour pouvoir changer, il faudrait le faire. Ça, c'est une première entorse. Lorsqu'on regarde, et ça je l'ai dit, pourquoi est-ce que je suis arrivé assez rapidement sur ce. Alors donc, quand je continue à lire, je me rends compte qu'on parle, dans la province du Nord Kivu, on parle du territoire de Butembo. Butembo, c'est une ville, ce n'est pas un territoire. Voilà, Butembo est entre le territoire de Beni et le territoire de Lubero. Et Butembo a 4 communes. Alors, on a cité Butembo dans un premier temps en prenant les 3 communes qui sont Vulamba, Balengera et Moussoussa. Mais on a encore cité Butembo pour dire secteur de Kimeni. Mais quand vous regardez, pour ceux qui connaissent Butembo, c'est plutôt une autre commune. C'est la 4e commune de la ville de Butembo. Donc, Butembo devrait être tout simplement la ville de Butembo avec ses 4 communes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Autre chose que j'ai constaté, c'est que pour la province de Chopo, où on a mis Befale et Djolou, augmentant inutilement le nombre de territoires dans cette province. Quand on va dans Chopo, Chopo administrativement a 7 territoires et la ville de Kisangani. Mais lorsqu'on regarde le décret, Chopo apparaît 8 fois. Non, 9 fois. Voilà. 8 territoires. J'ai cherché à savoir si cela est vrai et je constate que Chopo, c'est 7 territoires. Pourquoi il y en a 8 là? Puisque le territoire d'Isangui est repris 2 fois. Voilà, 2 fois. Autre chose, c'est que c'est vrai que le couloir traverse plusieurs provinces forestières, mais seulement pour Chopo. C'est vrai que Chopo est l'une des plus grandes provinces de notre pays, mais le couloir couvre un peu trop par rapport à d'autres provinces, Chopo, avec au lieu même de 7 ou 8 territoires, puisque Isangui revient 2 fois, c'est pas normal. Et puis, Kisangani, on aurait dû mettre les communes de Kisangani.
Hein? Je connais Macky Sall, au moins ça, on peut pas, je ne peux pas me tromper. Donc, on aurait dû, en ce qui concerne la ville de Kisangani, mettre les communes de la ville de Kisangani. Donc, dans son énoncé, le document présente un peu quelques entorses. Alors, quel effet peut avoir cette entorse ou ces entorses dans un document comme ça? Imaginez que nous sommes en train de parler du financement. Le financement est disponible, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va faire le dispatching à travers le territoire bénéficiaire du consort. Alors, quand une province ou un territoire, s'il y a de la redondance, comment va-t-on faire pour dispatcher les moyens? Voilà, donc je pense qu'il y a un problème. Imaginez qu'on présente un document pour mobilisation des fonds et qu'on dit à un bailleur des fonds que Befale et Djolu, qui sont dans la province de Chopo, non, le bailleur qui connaît la géographie va dire que ce n'est pas normal. Voilà, donc il peut y avoir des problèmes et lorsqu'on va arriver à l'étape des textes réglementaires, c'est-à-dire de mesures d'application, là encore, ça peut être un problème puisque nous tablons sur des réalités qui ne semblent pas être vraies. Monsieur Henri-Paul, il y a des textes juridiques qui ont été attaqués en justice à cause des irrégularités, on peut le dire ainsi. Mais est-ce que ces textes qui venaient d'être pris par la Première ministre peuvent être pour corriger certaines choses? Bon, je ne suis pas juriste de formation. J'aurais dit dire ma qualité. Voilà, je suis forestier de formation. Et ne faisons pas le juridisme dans cette affaire-là. Oui, le décret est important, l'initiative est très importante pour le développement du pays. S'il y a à amender, amendons-les. Si les mécanismes prévoient qu'on peut amender ce type de documents. Et pour la classe dirigeante, pour la première ministre, autour d'elle, d'autres compétences qui peuvent apporter des éléments de fiabilité pour que le document soit plutôt viable et fiable. Je pense que c'est important pour éviter les démarches dilatoires comme aller en justice ou attaquer en justice ou quelque chose comme cela. Mais je pense qu'on peut amender ce type de texte. Je répète, je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est possible. Et s'il le faut, il faut que les autorités, je pense à Madame la ministre d'État, Environnement et Madame la Première ministre qui ont signé les documents, de pouvoir élargir le cercle de compétences pour que ces documents soient fiables. Certaines langues ont dit que ce texte a été pris à la hâte pour essayer d'échapper aux pressions de la société civile environnementale surtout. Est-ce que vous avez une lecture parallèle à cette assertion? Non, non. Moi, bon, la société civile, même si vous produisez à la hâte un document comme cela, elle ne va pas s'arrêter de parler. La société civile parle. Voilà. Donc, elle va. Et surtout, quand vous faites les forcing, il va y avoir beaucoup de problèmes. Mais, à ma connaissance, le texte, c'est le président de la République qui en a déjà parlé. Il a évoqué le couloir. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est il y a quelques jours, lorsqu'il a reçu le corps diplomatique pour le vœu. Et je pense que cela devrait... les documents devraient exister. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai lu quelque part que dans les informations que le président de la République a voyagé pour Davos, où se tient le Conseil économique,
le Forum économique mondial. Et donc, c'est une bonne opportunité pour le chef de l'État de présenter le projet qui est le nôtre. Et donc, il aurait mieux présenté avec un texte juridique déjà pris. Voilà. Mais bon, malheureusement, il y a ce que nous avons. Mais je pense que quelqu'un me l'a répété, c'est toujours possible de pouvoir modifier ces textes et l'amender pour qu'il soit vraiment à propos. Voilà. Mais l'initiative prise, vous avez vu qu'il y a un cheminement qui est parti de l'idée. Du Conseil des ministres. Voilà, et même l'amendement de la loi en décembre, de la loi sur la conservation. Il y a un texte de départ qui est parti du parc national de Virunga, où il y a ce qu'on appelle l'image du développement d'une aire protégée au Virunga. Les résultats sont tangibles. Malheureusement, le coin n'est pas sécure. Mais sur le plan de développement économique, l'exemple du Virunga, du parc national de Virunga, avec les barrages, la production de l'électricité, les transformations des produits agricoles, le cacao, c'est un exemple qui réussit. Voilà, et que l'on peut exporter vers l'ouest du pays en partant d'Ikivu, mais il y a des choses à amender, surtout en ce qui concerne les textes juridiques. Et aussi des dispositions à prendre pour les mécanismes de gestion, c'est important, pour éviter l'empiètement dans l'aménagement du territoire, pour que les nouvelles administrations, au regard du couloir, ne puissent pas entrer en compétition ou en concurrence avec les autres types d'aménagements qui existent depuis. Mais c'est vrai, Paul, l'initiative est bonne, vous l'avez répété à plusieurs reprises, mais les obstacles, il y en a également par rapport à la création de cette aire protégée, l'insécurité, parce que le couloir va de Kivu vers Kinshasa. Sur tous les parcours, il n'y a pas que la paix, mais il y a aussi l'insécurité. Est-ce que la création de cette aire protégée ne va pas être butée à ces obstacles comme l'insécurité sur certains tronçons du territoire? Oui, cette question est importante. Et vous avez dit insécurité comme un des défis, mais il n'y a pas que cela. Hein. Un autre défi, c'est disponibiliser les moyens, mobiliser les ressources. Quand vous regardez, l'initiative est en termes de milliards, mais nous n'avons que 100 millions. Voilà. Ben, il faut trouver 900 millions autres. Voilà. Non pas seulement ça, il faut mettre en place des mécanismes de gestion sains et transparents. Voilà. Notre pays a une réputation qui n'est pas heureuse dans certains cas. Le plan de la gestion. Voilà. Et donc, et puis la paix, oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait la paix. Mais vous savez, la paix intervient lorsque les populations retrouvent le développement. Le peuple ou les populations peuvent sécuriser leur contrée puisqu'il y a le développement et un développement équitable en faveur des populations. Lorsque les voies de communication s'installent, lorsque les usines s'installent, lorsque les emplois sont produits, on parle de 500 000 emplois, voilà. Quand il y a 1000 km² de forêt, quand il y a 1 million de tonnes de produits agricoles à transformer, lorsque cela existe, d'une manière ou d'une autre, les populations vont s'arranger pour qu'il n'y ait pas de l'insécurité. Pourquoi? Puisque parfois, de l'insécurité que nous avons, on recrute les jeunes désœuvrés qui sont dans nos propres contrées. Voilà. Ils n'ont pas d'emploi et qui trouvent que c'est une opportunité pour eux. Est-ce que vous pensez vraiment que l'insécurité à l'Ituri provient essentiellement de l'extérieur du pays? Ben, c'est vrai, ça peut être en termes d'amener les gens à se combattre, mais on utilise les forces qui sont internes. Même
au Kivu actuellement, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre. On prend les jeunes désœuvrés, on prend les personnes désespérées, et ils pensent qu'ils peuvent se retrouver autrement. Donc, si la pauvreté, d'une manière ou d'une autre, est réduite et éradiquée, surtout, la paix pourra s'installer par elle-même. Et il y a, dans les types d'aires protégées, il y a ce qu'on appelle les peace parks. Ce sont des parcs qui, habituellement, existent dans les lieux où il y a des problèmes pour pouvoir chercher à les résoudre. Et les Kivu, c'est un exemple. C'est vrai que de temps en temps, on parle des groupes armés dans le parc de Virunga, mais le parc de Virunga est en collaboration avec plusieurs autres parcs du Rwanda, hein, et de l'Ouganda, des pays qui sont censés être en belligérance avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les parcs nationaux sont devenus les foyers des rébellions, des groupes armés. Oui, si les jeunes ne trouvent pas d'emploi, si les jeunes ne trouvent pas de la prospérité, si les campagnes ne sont pas épanouies, s'il n'y a pas de routes, s'il n'y a pas de communication, s'il y a la famine, les jeunes gens vont se retrouver dans des groupes armés. Puisque ça peut être une voie pour eux de pouvoir espérer s'en sortir, même si ce n'est pas la meilleure. Voilà, monsieur Henri-Paul Elema, on va terminer avec cette émission. Couloir vers Kinshasa, Kivu-Kinshasa, une réserve à vocation communautaire. Le décret est pris, même s'il il contient autant d'entorses. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en résumé, par rapport à cette création de cette aire protégée, mais aussi du décret même qui crée cette aire protégée, en regardant nos téléspectateurs? L'initiative est une des meilleures. Voilà. C'est un autre moyen de gérer le pays et l'amener vers le développement, en nous basant sur les ressources naturelles que nous avons en grande quantité. Voilà. En quantité commensurable, comme on dit. Voilà. Donc, l'initiative en elle-même est bonne. Il suffit que tout se mette en place sur le plan juridique, autant le décret que les mesures d'application, qu'il y ait les moyens, qu'il y ait la bonne gestion, c'est important, et nous allons essayer de transformer nos propres richesses à l'intérieur du pays, créer des emplois, booster le secteur économique, le secteur privé, avec des entrepreneurs sérieux qui vont s'installer, et voilà. Et donc, on va amener le développement dans nos villages. Voilà, amener le développement dans nos villages, la création de cette aire protégée à vocation communautaire, à partir de ce décret déjà qui a été pris par la chef du gouvernement, Judith Souminois. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vers Info va revenir très bientôt avec le même plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Henri-Paul. Merci, mon frère Ruben Mayoni. Merci également à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr déjà la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.